Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour. Qui n'a jamais pensé, après un recrutement qui tourne mal, bon allez, c'est juste un contretemps, une perte de temps, on passe à autre chose. C'est une réaction assez courante, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Sauf que voilà, derrière ce simple contretemps, se cache souvent une réalité financière bien plus dure, quoi. Un impact colossal qu'on a tendance à vraiment sous-estimer. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce sujet, le coût réel, le coût complet d'une erreur de casting en entreprise. On s'appuie pour ça sur un document assez fouillé qui a vraiment analysé le phénomène sous toutes ses coutures. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer ensemble les différentes strates de ces coûts. Bon, ceux qu'on voit tout de suite, ceux qu'on devine, et puis ceux qui sont plus insidieux, qui se cachent, pour bien comprendre l'ampleur réelle des conséquences. Pour les finances, bien sûr, mais aussi pour l'organisation elle-même. C'est une excellente approche parce que cette idée reçue de la simple perte de temps, elle est vraiment tenace. Or, les chiffres qui sont compilés dans notre source, ils jettent une lumière assez crue sur la situation, hein. Ah oui ? On parle d'un coût qui, selon les études et puis le type de poste, évidemment, peut varier de 30% à, et là, attention, 150% du salaire annuel brut de la personne recrutée. Pardon, 150%? Plan financier. Entre 30 et 150%. Non mais les chiffres, ça donne le tournis, là, hein. Ça veut dire qu'une seule erreur peut coûter l'équivalent d'1 an et demi de salaire, voire plus. C'est ça. Et le document, il met aussi en lumière une fragilité particulière des PME face à ce risque, c'est bien ça? On pourrait penser, peut-être à tort, que les grandes structures sont plus exposées, mais non. C'est un peu contre-intuitif, c'est vrai, mais c'est juste. Les PME, par leur taille, leurs ressources qui sont souvent plus limitées, elles ont une capacité d'absorption de ces chocs qui est bien moindre. D'accord. 1 ou 2 recrutements ratés sur des postes un peu clés, ça peut sérieusement impacter leur trésorerie, bien sûr, mais aussi leur dynamique de croissance. Et parfois, pour longtemps. Donc pour les dirigeants de ces PME, comme pour les responsables RH en général d'ailleurs, saisir la mesure de cet enjeu, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité vitale. C'est ça qui permet ensuite de justifier un investissement plus conséquent dans la qualité du processus de recrutement. Un investissement qui, on va le voir, est très très rentable au final. Alors allons-y, décortiquons ce coût. Commençons par le plus évident, la partie visible de l'iceberg, les coûts directs. La source les détaille assez précisément. Concrètement, de quoi on parle pour les frais initiaux de recrutement ? Alors ça, ce sont toutes les dépenses qu'on engage pour attirer et puis sélectionner les candidats. Il faut penser à la publication des annonces sur les sites d'emploi, qui ne sont pas gratuits évidemment. Bien sûr. Si l'entreprise fait appel à un cabinet de recrutement, il y a les honoraires. C'est souvent un pourcentage assez significatif du salaire annuel. Oui. Il faut ajouter aussi les coûts liés à la communication RH, au développement de la marque employeur pour séduire les talents. Rien que cette première étape, disons pour un poste de cadre par exemple, ça peut facilement se chiffrer en plusieurs milliers d'euros. Facilement. On pense souvent aux frais d'agence ou de publication, c'est vrai, mais le document insiste aussi sur un coût direct qu'on oublie souvent. C'est le temps passé en interne. Est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Ah oui, absolument. Et c'est un point crucial que la source met bien en avant. Imaginez un peu le temps cumulé. Les équipes RH qui trient des centaines, parfois des milliers de CV, les managers qui bloquent des heures et des heures dans leur agenda pour les entretiens, parfois il y a plusieurs tours. Oui, c'est chronophage. Voilà, la préparation et la correction de tests éventuels, les débriefings pour prendre la décision finale, tout ce temps, il a un coût salarial direct. Si on fait les calculs pour plusieurs personnes impliquées sur plusieurs semaines, ça représente une somme considérable. Et en cas d'échec du recrutement, c'est un investissement à la fois humain et financier qui part littéralement en fumée. D'accord, donc le processus initial est déjà coûteux en soi, mais bon, la personne est choisie, la mauvaise personne dans notre scénario. Les coûts directs, ils ne s'arrêtent pas là, j'imagine. Il y a toute la phase d'intégration, de formation. La source parle d'un investissement qui pourrait être équivalent à plusieurs semaines de salaire. Effectivement. Et ça, c'est une phase critique. L'onboarding, comme on dit, c'est la formation initiale pour que la personne comprenne l'entreprise, ses outils, sa culture. Oui.
C'est parfois mettre en place un système de tutorat, c'est fournir du matériel, aménager un poste de travail. Si la personne s'en va vite, tout cet effort initial est complètement perdu. Hmm. Et pire encore, il y a la formation spécifique au métier, au logiciel de l'entreprise, au processus interne. Pour des postes techniques très spécialisés, cette montée en compétences, ça peut prendre des mois. Et ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros d'investissement. Un départ après cette phase-là, c'est une perte sèche qui est particulièrement douloureuse. On ajoute à tout ça les frais administratifs, la création du dossier du personnel, les accès informatiques, les badges, les assurances. Et si la collaboration se termine de manière anticipée, la note peut encore grimper avec d'éventuels frais légaux. Tout à fait. La gestion administrative de l'arrivée et puis ensuite du départ, ça a un coût. Et puis, selon les conditions de la rupture, que ce soit pendant la période d'essai, un licenciement, ensuite il peut y avoir des indemnités à verser, la gestion du préavis, voire même des frais d'avocat et de procédure en cas de litige au prud'homme. Donc tous ces coûts viennent encore alourdir la facture directe, qui est déjà, on l'a vu, assez conséquente. Voilà pour la partie émergée de l'iceberg, donc ces coûts directs qu'on peut assez facilement identifier, chiffrer. Mais la source nous alerte bien, le véritable danger, la masse immergée et souvent la plus dévastatrice, ce sont les coûts indirects et gâchés. Et le premier point soulevé, c'est la perte de productivité. Ah oui, c'est souvent là que le bad blesse le plus durement. Évidemment, une personne qui n'est pas adaptée au poste, elle n'atteint pas ses objectifs, sa productivité est faible. Ça, c'est logique. Oui. Mais l'impact, il va bien au-delà de sa seule performance individuelle. Sa sous-performance, elle peut freiner toute une équipe, elle peut créer des goulots d'étranglement dans des projets, elle peut obliger d'autres personnes à refaire son travail, Ah oui, ça c'est terrible. elle peut induire des erreurs qui sont coûteuses à réparer et même affecter la qualité globale du produit ou du service final de l'entreprise. La source utilise même un terme assez fort. Elle parle de productivité négative. Attendez, négative. Ça veut dire qu'on paye quelqu'un non seulement pour ne pas contribuer, mais potentiellement pour nuire activement à l'entreprise. C'est exactement l'idée, oui. Et c'est un concept puissant qui est mis en avant dans le document. Dans ce cas précis, l'entreprise verse un salaire pour une contribution qui n'est pas juste nulle, elle est carrément destructrice de valeur. D'accord. Par exemple, la personne monopolise le temps de ses collègues ou de son manager avec des questions incessantes, elle introduit des erreurs dans des processus qui étaient bien rodés, elle détériore, sans forcément le vouloir d'ailleurs, des relations clients ou fournisseurs, par manque de compétences ou de savoir-être, c'est un coût caché absolument majeur, parce qu'on paye pour régresser en fait. Ce qui fait le lien, j'imagine, avec l'impact sur l'équipe et le management. Le document décrit une mobilisation excessive du temps des managers. Oui, un temps précieux qui est complètement détourné d'autres missions qui sont pourtant essentielles. Accompagner le reste de l'équipe, développer les talents, piloter les projets stratégiques, anticiper l'avenir. Le manager se retrouve à faire du babysitting ou de la remédiation constante. Et ça a un coût d'opportunité qui est énorme sur la performance globale de son périmètre. Et pour les collègues directs, j'imagine bien l'ambiance quand un maillon faible ralentit tout le monde ou génère du travail en plus. La source évoque une surcharge, des tensions, une baisse de morale. Ah bah c'est l'effet domino classique qui est dévastateur. Les collègues doivent souvent compenser, rattraper les erreurs, prendre en charge une partie du travail. Ça génère du stress, de la frustration, des non-dits au début, puis des tensions ouvertes. Oui. L'ambiance de travail peut vraiment se dégrader sérieusement. Et le point le plus critique, qui est soulevé par la source, c'est que cette situation, elle peut user les collaborateurs les plus performants, ceux qui portent l'équipe, au point de les pousser à aller voir ailleurs. Donc un recrutement raté peut ainsi indirectement déclencher d'autres départs qui seront eux aussi très coûteux. C'est un véritable cercle vicieux. Et si la personne recrutée est en contact direct avec les clients, alors là, les conséquences peuvent être immédiates et visibles sur le business, imagine. C'est un point de vulnérabilité majeur, ça. Surtout pour les entreprises de services ou les fonctions commerciales, évidemment. Une communication maladroite, un manque de professionnalisme, une réponse inadaptée, et hop, c'est la satisfaction client qui plonge. Aïe. La source est très claire là-dessus. Ça peut ternir durablement l'image de l'entreprise auprès de ses clients. Et dans les cas les plus sérieux, ça peut conduire à la perte pure et simple de contrats entre clients importants. Et on sait tous que reconquérir un client perdu, ça coûte infiniment plus cher que d'en fidéliser un. Le document va même jusqu'à esquisser un scénario un peu catastrophe. La perte d'un client majeur suite à une seule erreur de recrutement sur un poste clé. Ça pourrait chiffrer le manque à gagner en centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. C'est vertigineux et ça montre bien que l'impact dépasse très largement le simple salaire versé.
Exactement. Ça illustre parfaitement comment une décision RH, qui est en apparence interne, peut avoir des répercussions commerciales et financières externes absolument massives. Les coûts indirects peuvent vraiment, vraiment faire dérailler la performance économique d'une entreprise. Bon, une fois l'erreur constatée et la collaboration terminée, l'histoire n'est malheureusement pas finie. Il faut remplacer la personne. Et là, le document parle d'une double peine financière, c'est-à-dire qu'on doit relancer tout le processus. Précisément, c'est un retour à la case départ. Il faut rediffuser des annonces, retrier des CV, refaire des entretiens. Tous les coûts directs du premier recrutement, ils sont à nouveau engagés. D'accord. Le budget qui avait été initialement alloué est donc, au bas mot, multiplié par 2. Mais souvent, c'est pire que ça. Pire, comment ça? À cause de l'urgence de la situation, peut-être? Tout à fait. L'urgence de pouvoir le poste qui est devenu vacant pousse souvent à des solutions plus onéreuses. On va peut-être devoir faire appel en urgence à un chasseur de tête qui sera plus cher. On va peut-être proposer des conditions salariales ou une prime à l'embauche plus attractive pour accélérer le processus. Ou alors recourir à du management de transition, ce qui est une solution efficace, mais souvent très, très coûteuse. Donc la facture du remplacement peut largement dépasser celle du recrutement initial qui a échoué. Et pendant cette période de vacances, là, entre le départ de l'un et puis l'arrivée, qu'on espère rapide, du bon remplaçant, comment l'entreprise comble le vide? Parce que le travail, lui, doit bien continuer. Oui, et ça, c'est une autre source de coûts cachés assez significative. Il faut trouver des palliatifs. Ça peut être le recours à du personnel intérimaire, qui est souvent plus cher et moins immédiatement opérationnel. Bien sûr. Ça peut être des heures supplémentaires demandées aux équipes qui sont déjà en place, avec les risques de fatigue et de démotivation qu'on connaît. Parfois, on sous-traite certaines tâches en urgence. Bon, toutes ces solutions temporaires ont un coût direct, c'est sûr, mais aussi indirect. Une baisse de la qualité, une perte de fluidité, une moindre réactivité. Et cette période d'instabilité, elle génère aussi des retards sur les projets, des échéances qui sont repoussées. L'impact peut vraiment se propager pendant des mois. Au-delà de tous ces coûts, qu'ils soient directs, indirects ou liés au remplacement, il y a une dimension plus impalpable, mais tout aussi dommageable qui est abordée par la source. C'est l'impact sur l'image employeur. Comment est-ce qu'un recrutement raté peut nuire à la réputation de l'entreprise? Alors, d'abord, sur le marché externe du travail. Une personne qui quitte l'entreprise dans de mauvaises conditions ou dont l'inadéquation était flagrante pour tout le monde, elle ne va pas forcément en dire du bien autour d'elle. Le bouche à oreille, surtout dans certains secteurs ou certains bassins d'emploi où tout le monde se connaît un peu, Oui, ça va vite. ça peut être très rapide et très négatif. Sans parler des avis qui peuvent être laissés sur les plateformes d'évaluation d'employeurs, type Glassdoor et autres, qui peuvent rester visibles très longtemps. Ce qui rend, j'imagine, les recrutements futurs plus compliqués. Si l'entreprise traîne une mauvaise réputation, attirer les bons candidats, ça devient un parcours du combattant, et donc plus coûteux, encore une fois. C'est exactement le risque. Il faut alors investir davantage en communication RH, en action pour redorer son blason, en effort pour convaincre les candidats potentiels que les problèmes appartiennent au passé. C'est un travail de longue haleine et qui a un coût certain pour restaurer une image qui a été dégradée. Et en interne, quel est l'impact sur les équipes qui restent? La source évoque un risque de perte de confiance. Oui, si les erreurs de casting se répètent, un climat de méfiance peut s'installer vis-à-vis des processus RH ou des décisions managériales. Les collaborateurs peuvent commencer à douter de la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir les bonnes personnes. Ça peut saper l'engagement, nourrir un certain cynisme ambiant et potentiellement augmenter le turnover général. Cette incertitude peut aussi freiner l'enthousiasme, la prise d'initiative, parce que les équipes manquent de confiance dans la solidité et la cohérence de l'organisation. Le tableau est quand même assez édifiant. Face à cette complexité et à ces enjeux financiers majeurs, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une vision claire du coût total? Est-ce que le document propose une méthode? Alors, l'approche qui est suggérée est double. D'abord, additionner tout ce qui est quantifiable directement. Les frais du premier recrutement, les salaires et les charges versées pendant la période d'emploi, les coûts de formation, d'intégration, les éventuels frais de départ et bien sûr tous les coûts du nouveau processus de remplacement. Ce calcul-là donne déjà une première estimation qui est souvent effrayante. Mais ça, ce n'est que la partie visible, on l'a bien compris. Ensuite, il faut tenter d'estimer les coûts indirects. Et c'est là que ça se corse un peu, non? Comment on chiffre une perte de productivité ou un impact sur le moral des troupes? C'est effectivement plus délicat, c'est vrai. Mais c'est indispensable si on veut avoir une vision réaliste. La source suggère plusieurs pistes. Essayez d'évaluer le manque à gagner lié à la sous-performance, à la fois individuelle et collective. Quantifier le temps managérial supplémentaire qui a été consommé, en se basant par exemple sur le coût horaire du manager.
Estimer l'impact sur l'équipe, par exemple via des indicateurs comme l'absentéisme ou le turnover. Et puis tenter de chiffrer les pertes commerciales, les clients perdus, les opportunités manquées. D'accord. Certaines entreprises s'appuient aussi sur des benchmarks sectoriels ou font appel à des consultants spécialisés pour affiner ces estimations des coûts cachés. Et il est crucial de rappeler, je pense, que ce coût global n'est pas le même pour tous les postes. L'enjeu n'est pas du tout le même si on se trompe sur un poste junior ou sur un directeur commercial, par exemple. Ah bah évidemment, le coût d'une erreur sur un poste d'exécution simple qui nécessite peu de formation, ça chiffrera peut-être en quelques milliers d'euros. C'est déjà trop, hein, entendons-nous bien, mais c'est gérable. Oui. En revanche, pour un poste de direction, un expert technique rare, un commercial grand compte, là, l'addition de tous les coûts directs et indirects peut grimper à plusieurs centaines de milliers d'euros. La source souligne bien que les postes à forte dimension relationnelle, commerciale ou managériale sont ceux où le risque financier d'une erreur est le plus élevé. Face à un tel risque financier et organisationnel, la question brûle les lèvres. Comment on fait pour minimiser les chances que ça arrive ? Le document propose sans doute des stratégies de prévention. La première qui vient à l'esprit, j'imagine, c'est de renforcer la qualité du processus de recrutement lui-même. C'est la pierre angulaire, absolument. La source insiste beaucoup là-dessus. Il faut considérer l'investissement dans un processus de recrutement rigoureux, non pas comme une dépense, mais comme une assurance contre des pertes bien plus grandes. Bien. On peut penser aux tests de compétences techniques, aux mises en situation professionnelle, aux questionnaires de personnalité, mais adaptés au poste. Oui. Ça veut dire multiplier les points de contact avec différents interlocuteurs, les RH, le manager direct, les futurs collègues, le N+2 parfois, pour croiser les perceptions. Et surtout, procéder à une vérification systématique et approfondie des références. Ça, c'est souvent négligé. Former les managers qui participent au recrutement est aussi une piste évoquée, tout comme le recours à des experts externes pour les postes les plus sensibles. L'idée étant que recruter, c'est un vrai métier en fait. C'est fondamental. Un manager, même s'il est excellent dans son domaine technique ou fonctionnel, n'est pas nécessairement un recruteur né. Le former aux techniques d'entretien structuré, à l'évaluation des compétences comportementales, les fameux soft skills, à la détection des signaux faibles, ça augmente considérablement la fiabilité du processus. D'accord. De la même manière, pour un poste stratégique ou très spécifique, s'adjoindre les services d'un cabinet spécialisé, ça apporte une expertise, un réseau et un regard extérieur qui peuvent vraiment faire toute la différence et justifier l'investissement. Un autre levier majeur qui est mentionné, c'est l'utilisation optimale de la période d'essai. On a parfois tendance à la voir comme une simple formalité administrative, mais la source la positionne vraiment comme un filet de sécurité essentiel. Oui, elle doit absolument être considérée comme une phase d'évaluation mutuelle active. Pas juste 1 mois ou 2 à attendre que ça passe, quoi. Ça implique de définir des objectifs clairs dès le départ, de mettre en place des points d'étape réguliers et formels entre le manager et la nouvelle recrue, avec des critères d'évaluation objectifs. Un processus d'onboarding bien structuré pendant cette période, c'est doublement bénéfique. D'un côté, ça donne toutes les chances à la personne de réussir son intégration, mais de l'autre, ça permet aussi de détecter très vite s'il y a une inadéquation fondamentale. Et si les doutes se confirment pendant cette période, le document semble assez clair. Il ne faut pas hésiter à prendre une décision, même si elle est difficile humainement. Rompre une période d'essai serait, au final, moins coûteux que de laisser une situation s'installer. C'est une décision managérielle qui demande du courage, c'est certain. Mais elle est souvent nécessaire pour le bien de l'entreprise et même, parfois, pour la personne elle-même qui n'est tout simplement pas à sa place. Plus on attend, plus les coûts s'accumulent, plus l'impact négatif se propage. Une rupture rapide, bien expliquée et bien gérée pendant la période d'essai, ça permet de limiter considérablement les dégâts, qu'ils soient financiers, organisationnels ou humains. Bon, si on essaye de synthétiser un peu cette exploration assez dense, le message principal qui ressort, c'est que le coût d'un recrutement raté est un phénomène d'une complexité et d'une profondeur qu'on soupçonne rarement. Ce n'est pas juste une ligne dans un budget RH, ça infuse absolument partout. Dans les finances, la productivité, le moral des équipes, l'image de l'entreprise. Tout à fait. Et le corollaire puissant qui est martelé par la source, c'est ce changement de perspective qui est nécessaire. Arrêter de voir le recrutement de qualité comme un coût, mais le percevoir comme ce qu'il est vraiment, un investissement stratégique majeur. C'est une forme d'assurance indispensable contre des pertes potentielles qui peuvent être gigantesques. Dans la gestion des ressources humaines, améliorer la fiabilité et la pertinence du recrutement, c'est sans doute l'un des leviers qui offre le meilleur retour sur investissement possible.
Voilà une conclusion forte. Et pour peut-être prolonger la réflexion que cette analyse suscite, une dernière pensée, inspirée par nos échanges. Si on imaginait que les entreprises changent radicalement leur regard sur le recrutement, le sortant, disons, de la case fonction support pour le hisser au rang d'investissement stratégique central, au même titre que la R&D ou le marketing, quelle transformation profonde est-ce que cela pourrait déclencher dans leur culture, leur agilité, leur performance globale? Et puis, plus concrètement, quelle serait la toute première action, même symbolique, qu'une organisation pourrait initier, dès demain, pour manifester cette nouvelle valorisation du processus de recrutement? C'est une excellente question pour ouvrir l'horizon. Elle nous invite vraiment à repenser la place et l'impact de la fonction RH, non plus comme un centre de coût, mais bien comme un moteur essentiel de la création de valeur durable pour l'entreprise. C'est une perspective assez stimulante, je trouve. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.